Il suffisait d'une seule ligne, enfouie dans un télégramme secret, pour ébranler tout un continent. Remettez 70% de vos réserves d'or ou payez immédiatement 5,6 milliards de dollars de dettes. Voilà l'ultimatum qui, un matin d'août 2025, s'est abattu sur Ouagadougou comme un éclair dans un ciel déjà chargé de menaces. Au bas du document, un nom glaçant, Donald J. Trump, ancien président des États-Unis soutenu par le FMI et le G7. Face à cette pression implacable, un homme s'est dressé. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, n'a pas cédé. Son regard, son silence d'abord, puis ses mots, allaient transformer une exigence coloniale en cri de résistance. Mais cette histoire n'est pas une simple querelle financière, c'est une bataille pour l'âme d'un continent. Allons-nous assister à la soumission d'un pays ou à la naissance d'une nouvelle ère pour l'Afrique? Si vous croyez, vous aussi, que le réveil de l'Afrique a déjà commencé, abonnez-vous dès maintenant et restez avec nous jusqu'à la fin de ce récit. Le 12 août 2025, à 6h30 du matin, un télégramme classé confidentiel est déposé sur le bureau du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Le message est clair, brutal, sans aucune ambiguïté. Dans les 48 heures, ou bien vous autorisez des entreprises américaines, canadiennes, britanniques, françaises et allemandes à exploiter immédiatement 70% de votre or, ou bien vous remboursez la totalité de votre dette, soit 5,6 milliards de dollars assortis des intérêts dus au FMI. L'expéditeur officieux n'est autre que Donald J. Trump. Appuyé par l'institution de Washington et l'ombre pesante du G7, il transforme une exigence économique en ultimatum politique. Ni négociation, ni compromis, seulement la menace d'un étranglement financier, de sanctions ciblées et de déstabilisation interne. Derrière les chiffres se cache une réalité plus sombre, la tentative de réduire le Burkina Faso au rang de simple gisement, offert aux grandes puissances. Face à cette injonction, Traoré convoque d'urgence ses ministres, ses chefs militaires et ses responsables miniers. Dans une salle close, ces mots résonnent comme une gifle au système. Le Burkina Faso n'est pas à vendre. Cette réponse n'est pas seulement un refus, c'est une déclaration d'indépendance, un acte de défi lancé aux puissants du monde. Dans les heures qui suivent, la nouvelle se propage à travers l'Afrique. De Lagos à Kinshasa, les titres s'affichent en lettres de feu. L'Occident exige l'or africain. Traoré dispose de 48 heures. Le compte à rebours est lancé, et avec lui, une lutte dont l'enjeu dépasse de loin le sort d'un seul pays. Mais ce n'était que la surface. Car derrière ce bras de fer, visible, se cachait une vérité encore plus explosive, soigneusement tenue secrète jusqu'alors. Dans la salle de commandement de Ouagadougou, le télégramme encore posé sur la table, Ibrahim Traoré lève enfin les yeux vers ses officiers. Son visage est calme, mais ses mots, d'une clarté implacable, vont marquer l'histoire. Alors, c'est ainsi qu'ils réclament une dette, du poison dans un costume et une cravate. Quelques heures plus tard, il prend une décision qui change le cours du destin. Parler non pas aux chancelleries, mais à son peuple et au continent tout entier. À midi, les écrans s'assombrissent dans tout le Burkina Faso. Puis, l'image apparaît. Traoré, en uniforme, une main sur le drapeau national, l'autre sur un dossier frappé du sceau Burkina Faso. Pas de décor luxueux, pas de mise en scène, seulement un chef qui s'adresse à son peuple. Sa voix est ferme, son regard tranchant comme une lame. Ils ne veulent pas seulement nos dettes. Ils ne veulent pas seulement notre or. Ce qu'ils cherchent, c'est la peur en nous. Mais qu'ils sachent une chose, nous ne sommes ni la Libye, ni l'Irak. Nous ne sommes pas leur terrain de jeu. Vous nous avez donné 2 jours. Voici notre réponse. Vous avez 2 jours pour quitter l'Afrique. Ce discours d'à peine quelques minutes provoque une onde de choc. Dans les rues de Ouagadougou, des milliers de personnes éclatent en acclamations. Des tambours résonnent, des feux d'artifice improvisés illuminent la nuit. Les réseaux sociaux africains s'enflamment. De Dakar à Dar es Salaam, un mot d'ordre se répand, l'Afrique n'est pas à vendre. Mais à Washington et à Paris, c'est la panique.
Dans les tours de verre des compagnies pétrolières et minières, on appelle en urgence la Maison-Blanche. À la CIA, des signaux d'alerte s'allument. Traoré a non seulement refusé, il a osé le dire publiquement. L'orgueil blessé se transforme en stratégie de représailles. Très vite, les campagnes de dénigrement commencent. Sur CNN et Fox News, les experts en plateau répètent en boucle « Un jeune capitaine irresponsable, un dictateur en devenir, un pion de Moscou ». L'objectif est clair, isoler Traoré, le présenter comme une menace pour son propre peuple. Mais le calcul échoue, car au même moment, une révélation éclate. Un immense gisement aurifère, découvert secrètement au nord du Burkina Faso, avait été identifié et protégé par une équipe spéciale sous ordre direct de Traoré. Des données cryptées par des ingénieurs nord-coréens, scellées jusqu'au premier forage. Lorsque les satellites occidentaux détectent les signaux, il est déjà trop tard. Les compagnies occidentales ont été expulsées, remplacées par des unités de l'armée burkinabé. L'or ne coule plus vers Paris ni vers Wall Street. Il alimente désormais un fonds souverain national. Ce geste audacieux fait trembler les chancelleries occidentales. En coulisses, les téléphones sonnent entre dirigeants du G7. Comment arrêter cette contagion avant que d'autres nations africaines, Mali, Niger, Tchad, Congo, n'osent suivre le même chemin? La réponse américaine est brutale. Accentuer la pression, intensifier la guerre de l'information, faire plier Ouagadougou. Mais au lieu de s'isoler, Traoré gagne des alliés. Quelques jours seulement après son discours, 3 avions militaires atterrissent dans la capitale burkinabé. En descendent 3 figures, Assimi Goïta du Mali, Abdourahmane Tiani du Niger, Mamadi Doumbouya de Guinée. Devant les caméras, ils apparaissent côte à côte avec Traoré et prononcent une phrase qui résonne comme un tonnerre. « Touche au Burkina Faso et tu touches à nous tous ». C'est la naissance d'un bouclier nouveau, une sorte de OTAN africain informel, l'Alliance des États du Sahel, AES. Dans les jours qui suivent, des conseillers maliens prennent position autour des mines d'or. Le Niger envoie ses unités logistiques aguerries au désert. La Guinée ouvre son espace aérien. L'Afrique de l'Ouest, que l'on disait fragile et divisée, montre un front uni, inédit. La réaction populaire est à la hauteur de l'enjeu. Des étudiants organisent des conférences sur la souveraineté. Des femmes apportent nourriture et soins aux soldats chargés de protéger les convois d'or. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse détourne les attaques occidentales en slogans ironiques. S'ils le détestent autant, c'est qu'il doit faire quelque chose de juste. Le point culminant est atteint. Ibrahim Traoré n'est plus seulement un président. Il devient un symbole, un drapeau vivant. Face à la puissance américaine et au poids du FMI, il oppose la détermination d'un peuple et d'un continent. Et ce symbole, désormais, échappe à tout contrôle occidental. La riposte d'Ibrahim Traoré ne fut pas seulement un acte politique, elle déclencha une véritable révolution intérieure. Dès le lendemain de son discours, le Burkina Faso tout entier s'anime d'une énergie nouvelle. Dans les universités, les jeunes se lèvent, non plus pour réclamer un emploi ou protester contre la misère, mais pour défendre la souveraineté de leur pays. Des groupes d'étudiants organisent des veillées, des débats publics et créent même des chansons à la gloire d'une Afrique libre. Le mot d'ordre est simple, gravé sur des banderoles et des murs. Nous protégeons ce qui est à nous. Dans les villages comme dans les villes, des femmes apportent nourriture et vêtements aux soldats déployés autour des convois d'or. Leurs gestes, simples mais puissants, incarnent la fusion entre la population et son armée. La résistance cesse d'être militaire uniquement. Elle devient culturelle, communautaire, enracinée dans chaque foyer. Et à mesure que les médias occidentaux redoublent d'attaques, les rires de la jeunesse burkinabé se transforment en armes. Chaque reportage critique est tourné en dérision, remixé en vidéos virales qui tournent en boucle sur les téléphones. Politiquement, l'événement atteint un sommet le jour où l'Assemblée nationale du Burkina Faso vote une loi historique. Toutes les réserves d'or du pays sont nationalisées et protégées contre toute forme de propriété étrangère. Le décret entre en vigueur immédiatement. Des équipes escortent hors du territoire les derniers géologues et investisseurs occidentaux.
Pour la première fois depuis l'indépendance, le Burkina Faso contrôle totalement ses richesses. À Paris et à Washington, la stupeur est totale. Les entreprises minières françaises et canadiennes, longtemps maîtresses du secteur aurifère, voient leur licence révoquée du jour au lendemain. L'Élysée parle de décision irresponsable. Certains éditorialistes français alertent sur une onde de choc qui menace toute la zone francophone, car ce que Traoré vient de réussir pourrait devenir un modèle. Du côté du FMI et du G7, la gêne est palpable. Officiellement, plusieurs pays cherchent à se distancier de Trump, prétendant que son ultimatum n'était pas une politique du FMI. Mais en coulisses, chacun sait que la pression américaine reflète une volonté partagée: garder la main sur les ressources africaines. Ce double langage, dénoncé sur les réseaux sociaux africains, renforce encore le sentiment que Traoré a mis à nu une hypocrisie séculaire. Pendant ce temps, d'autres acteurs avancent leurs pions. La Chine envoie discrètement ingénieurs et diplomates, proposant la construction d'une raffinerie d'or en 90 jours et un système de paiement numérique contournant le dollar et le franc CFA. La Russie, elle, fait atterrir un avion cargo chargé de systèmes anti-drones et de matériel de guerre électronique, scellant la protection militaire des sites aurifères. Ces gestes ne sont pas altruistes, mais ils offrent au Burkina Faso ce que l'Occident refusait depuis toujours: des outils pour être maître de son destin. Sur le plan intérieur, Traoré devient plus qu'un président. Dans les marchés, dans les mosquées, dans les écoles, son nom est prononcé comme celui d'un homme qui a osé dire non. Ces images, en uniforme ou en tenue traditionnelle, recouvrent les murs de Ouagadougou. On ne le voit plus seulement comme un chef militaire, mais comme l'expression vivante d'un peuple qui se redresse après des décennies de soumission. Le prix à payer, cependant, n'est pas négligeable. Les sanctions financières commencent à mordre, les campagnes de désinformation s'intensifient et des tensions apparaissent aux frontières. Mais face à ces menaces, un sentiment nouveau domine: la dignité. Pour la première fois depuis longtemps, des millions d'Africains voient en Ibrahim Traoré un miroir de leur propre combat. Ainsi, ce qui avait commencé comme un simple ultimatum économique se transforme en bouleversement politique profond. Le Burkina Faso, petit pays sahélien, devient un symbole continental. Et derrière ce symbole se dessine une question cruciale: combien de temps encore l'Occident pourra-t-il ignorer cette vague de résistance? À Paris, la colère gronde. Depuis des décennies, l'or du Burkina Faso irriguait les caisses de groupes français. Désormais, ces flux sont taris du jour au lendemain. Dans les colonnes des journaux hexagonaux, les titres claquent: Traoré met en péril la stabilité régionale. Une décision suicidaire pour l'économie. Mais derrière ces mots, une peur bien plus profonde se lit, celle d'un effet domino. Car si le Burkina Faso tient tête et conserve son or, pourquoi le Mali, le Niger, le Tchad ou même le Congo ne suivraient-ils pas le même chemin? Les cercles diplomatiques français parlent de isolement tragique pour Ouagadougou, mais savent au fond que c'est Paris qui perd de l'influence. Pour la première fois depuis les indépendances africaines, la France se trouve mise à l'écart d'une ressource stratégique, sans possibilité de revenir par la négociation ou la force, sans risquer une escalade incontrôlable. Aux États-Unis, la réaction est plus brutale. Donald Trump, fidèle à son style, fulmine sur les réseaux sociaux. Traoré vient de commettre la plus grande erreur de sa vie. L'Afrique paiera pour cela. Ces mots, en lettres capitales, font trembler les marchés de New York. Les chaînes câblées s'emparent du sujet, transformant le capitaine burkinabé en nouvelle obsession médiatique. Les plateaux s'emplissent d'experts répétant les mêmes mantras: dictateur en herbe, marionnette de Moscou, danger pour la stabilité mondiale. L'intention est claire: diaboliser Traoré pour préparer l'opinion publique à une éventuelle intervention. Mais l'effet est inverse en Afrique. Plus CNN et Fox News attaquent, plus la jeunesse africaine se rallie. Des vidéos satiriques détournent les discours alarmistes. Des chansons populaires transforment la haine occidentale en hymne de fierté. Le slogan « S'ils le détestent autant, c'est qu'il fait quelque chose de juste » devient viral. La Russie et la Chine, elles,
avance méthodiquement. Moscou déploie ses conseillers militaires, installe des systèmes anti-drones et rappelle par ce geste que l'ère du monopole occidental est révolue. Pékin, plus discret, bâtit les infrastructures financières et industrielles, permettant à Ouagadougou de contourner le FMI et le dollar. Aux yeux des Burkinabés, ces deux puissances n'apparaissent pas comme des colonisateurs, mais comme des outils pour briser la dépendance. L'Europe, elle, se divise. Tandis que la France pousse pour des sanctions fermes, certains pays, comme l'Italie ou l'Espagne, craignent qu'une escalade ne provoque une vague migratoire ou un chaos économique encore plus grand. Les chancelleries se déchirent entre prudence et agressivité, révélant une faiblesse politique qui contraste avec l'unité affichée par l'Alliance des États du Sahel. Mais la véritable onde de choc se produit dans la rue africaine. À Abuja, Johannesburg, Nairobi, des foules immenses se rassemblent devant les ambassades américaines et françaises. Les pancartes brandies sont sans appel. Touchez à Traoré et vous nous touchez tous. L'Afrique n'est pas votre mine. Ces manifestations, pacifiques mais massives, dépassent les frontières nationales et créent une image inédite, celle d'un continent qui parle d'une seule voix. Pour la première fois depuis des décennies, le narratif occidental ne prend pas. Les grands médias du Nord dénoncent un danger, mais en Afrique, ce danger est perçu comme une promesse de liberté. Le fossé entre les perceptions s'élargit. À Ouagadougou, on ne voit pas un dictateur, mais un homme qui ose dire non. En Europe et aux États-Unis, on voit une menace. Entre ces deux visions se dessine une fracture qui redéfinit la politique mondiale. L'émergence d'une Afrique qui refuse désormais de courber l'échine. Ainsi, la bataille engagée par Ibrahim Traoré dépasse de loin les frontières du Burkina Faso. Elle met en jeu le rôle de la France en Afrique, l'influence du FMI et jusqu'à la crédibilité du système international. Une chose est sûre, rien ne sera plus jamais comme avant. Le compte à rebours de 48 heures touche à sa fin. Les chancelleries occidentales retiennent leur souffle, persuadées que le Burkina Faso pliera sous la pression. Mais à l'aube du deuxième jour, un événement sans précédent se produit. L'Assemblée nationale, réunie en session extraordinaire sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, adopte une résolution historique. Toutes les réserves d'or du Burkina Faso sont désormais nationalisées et placées sous la protection permanente de l'État. Aucune entreprise étrangère ne pourra en détenir la propriété, sous quelque forme que ce soit. La décision tombe comme un coup de tonnerre. Les licences détenues par les compagnies françaises et canadiennes sont annulées sur le champ. Les équipes d'ingénieurs occidentaux sont escortées vers la frontière. Les diplomates reçoivent un message clair. Les ressources du Burkina Faso ne sont pas une monnaie d'échange. Ce geste audacieux bouleverse les règles du jeu. Pour la première fois, un pays sahélien ose non seulement refuser un ultimatum, mais aussi s'attaquer au cœur du système, la propriété des ressources. Les applaudissements éclatent dans les rues d'Ouagadougou, où des foules scandent « Il a dit non ». L'acte de Traoré devient un précédent, une arme symbolique pour tous les peuples d'Afrique. Quelques heures après ce vote, une vidéo de 43 secondes est diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Ibrahim Traoré, debout, sans uniforme militaire, vêtu d'un simple habit traditionnel. Son regard est calme, sa voix posée. Ceci n'est pas seulement une question de dette, ni seulement une question d'or, c'est une question d'âme. L'âme de l'Afrique, et je préfère mourir debout que vivre à genoux. En moins de 12 heures, la séquence est partagée plus de 12 millions de fois. Des anciens présidents africains, restés silencieux pendant des années, se décident à prendre la parole, saluant en Traoré le début d'une nouvelle ère. Dans les rues de Bamako, de Conakry ou de Niamey, des fresques murales apparaissent, représentant le capitaine burkinabé tenant haut le drapeau africain. En Occident, les médias crient au populisme. Mais sur le continent, cette courte déclaration devient un manifeste, un cri de liberté qui transcende les frontières. Pour beaucoup, Traoré n'est plus seulement le président du Burkina Faso, il est le symbole d'une Afrique qui relève la tête. Ainsi se scelle le tournant.
l'ultimatum n'a pas écrasé Ouagadougou. Au contraire, il a libéré une flamme que ni le FMI, ni le G7, ni les tweets rageurs de Trump ne pourront étouffer. Lorsque le tumulte s'apaise et que la poussière retombe, une vérité demeure. Le Burkina Faso n'a pas cédé. Dans les rues de Ouagadougou, on danse encore, on chante, on répète les mots qui ont bouleversé un continent. Nous ne négocions pas avec des voleurs. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, le pays ne s'est pas seulement défendu, il s'est transformé. Les richesses autrefois pillées alimentent désormais un fonds national pour l'éducation, la santé et le développement. Les enfants grandissent avec un nouvel horizon, celui d'un avenir façonné par leurs propres mains et non dicté par des puissances lointaines. Mais plus qu'une victoire économique, c'est une renaissance spirituelle. Car ce que Traoré a incarné, ce n'est pas un homme contre un empire. C'est un peuple qui décide enfin de se tenir debout. Et cette dignité retrouvée, aucun ultimatum ne pourra l'effacer. Ces mots résonnent encore. Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres. Nous nous sommes levés pour la conquérir. Si l'esprit d'Ibrahim Traoré touche votre cœur, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer le voyage vers une Afrique qui ne plie plus jamais la tête. Que Dieu bénisse l'Afrique.